Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis en compagnie de Pauline, qui est architecte d'intérieur et qui va nous parler de son métier. Bonjour Pauline. Bonjour Aurélie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre parcours, qui vous êtes? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis Pauline Vandenberg, dirigeante d'Archi Tendance & Co. Donc j'ai créé ma boîte il y a maintenant 3 ans. C'est une reconversion totale pour moi. J'ai longtemps vadrouillé dans divers métiers. En tout dernier lieu, j'étais dans le commerce. Et quand je suis devenue maman en 2019, pour moi, c'était vraiment plus compatible avec ma vie de famille. J'ai eu l'idée donc de me reconvertir. Dans quoi? C'est toujours compliqué. On est là aujourd'hui pour ça. Et du coup, en fait, c'était assez naturel pour moi d'aller du côté en fait de la décoration, mais vraiment plus spécifiquement concevoir les intérieurs en fait de A à Z. Donc du coup, voilà comment je me suis retrouvée archi d'intérieur il y a 3 ans. 3 formations et puis on en est là aujourd'hui. Super. Et donc, en quoi consiste votre travail? Alors, c'est multicasquette, très clairement. Ça va être déjà, on rentre dans l'intimité des clients. Donc, forcément, il faut vraiment savoir les écouter entre ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, leur budget. C'est vraiment beaucoup de communication. Après, on va avoir la partie beaucoup plus technique, où là, on va être vraiment sur la conception de plans 2D, la conception en 3D, les maîtresses sur place, bien sûr, à ne pas oublier, qui sont très importants et très longs surtout. C'est l'une des choses les plus difficiles. Dans le métier. Ensuite, on va avoir vraiment toute la partie planche d'ambiance. Donc là, du coup, je travaille sur Canva pour les plans 3D et 2D sur SketchUp Pro. Donc, c'est aussi savoir s'adapter à tout ce qui est logiciel et l'informatique, du coup. Et puis après, il y a une autre casquette qui n'est pas obligatoire chez les architectes d'intérieur, c'est vraiment la maîtrise d'œuvre. Donc là, on va vraiment coordonner en fait le chantier avec les différents artisans. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, c'est pas pour tout le monde. Moi, personnellement, je ne le fais pas, c'est un choix. Par contre, j'accompagne quand même mes clients jusqu'à la recherche d'artisans, vraiment les devis, leur réception, leur tri, pour qu'ils soient quand même accompagnés, qu'ils puissent savoir comment faire leur choix. Et après, ce que j'explique, c'est que je fais en fait un suivi de chantier esthétique. Donc, je ne fais pas la maîtrise d'œuvre. Mes clients restent vraiment eux-mêmes les maîtres d'ouvrage. Par contre, quoi qu'il arrive, communication avec les artisans, avec les clients. Et je suis quand même les choses de très près. C'est un métier du coup d'intérieur, d'extérieur? Ça peut être les deux, non? Ça peut être les deux, exactement. Donc intérieur principalement quand même pour le coup, mais il arrive qu'on soit sur des projets de la dépendance qui est complètement nu, hein, donc juste des murs, une dalle, et donc là voilà, on met la casquette, on met pas la casquette, on met le casque carrément. Donc et oui, là du coup on va être plus sur de l'extérieur en fait, mais vraiment principalement de l'intérieur quand même. Donc du coup, quand je disais vous mettiez le casque, du coup des fois c'est les tenues de chantier, quoi. C'est ça, on évite au premier rendez-vous en fonction des échanges téléphoniques qu'on a eu avant. On évite les talons hauts souvent, hein, et puis on met les baskets parce que quand on arrive dans des vieilles granges où il faut forcément monter des fois dans les combles pour aller voir un petit peu comment ça se passe en termes de hauteur, ces choses-là. Donc il faut quand même faire assez attention à ça. Donc vous travaillez avec des professionnels extérieurs? Tout à fait, c'est ça. Donc artisans, tout corps d'état. Vraiment, hein, c'est vraiment la panoplie complète. Parfois des architectes donc diplômés d'État, anciennement DPLG, pour tout ce qui est en fait extension, parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'architecte d'intérieur, on n'a pas le droit de faire les dépôts de permis, etc. en mairie. Donc ça, c'est vraiment pour les architectes, puisqu'en fait, on ne touche pas aux structures porteuses. Donc à savoir quand même que donc structure porteuse, quand c'est en intérieur directement qu'on souhaite par exemple ouvrir une cloison qui est porteuse, dans ces cas-là, on se fait assister d'un bureau d'études. Par contre, pour tout ce qui est extérieur, là, pour le coup, c'est obligatoirement un architecte DE. D'accord. Quels sont vos horaires de travail? Alors, c'est assez flexible. Pour ma part, je travaille du lundi au vendredi de 9h à 18h. Maintenant, quand on est à son compte, il faut s'adapter aux clients. Et j'ai des clients qui parfois n'ont pas le choix que ce se passe en fait le samedi. Donc, dans ces cas-là, je me déplace le samedi. Mais vraiment, on est quand même en horaire de bureau assez standard, on va dire. Quelles sont les compétences attendues pour ce travail? Alors, de nombreuses compétences. La première, la créativité. C'est ce que viennent quand même rechercher les clients. Il va y avoir aussi donc la communication,
parce que c'est toujours difficile pour les clients déjà de se projeter. Ils ont plein d'idées à la seconde parce que forcément, avec les réseaux, avec Internet, les magazines, la télé, il y a le choix. Maintenant, c'est important d'être à l'écoute pour vraiment les aiguiller au mieux dans leur choix. La créativité, parce que forcément, il y a quand même un petit peu de travail à la main avant de passer. La même chose chez tout le monde, quoi. On fait pas des maisons témoins, sinon c'est pas intéressant. Voilà. Être rigoureux parce qu'il y a des délais quand même à respecter quand on travaille avec les clients. Comme avec n'importe quel artisan, ils souhaitent quand même avoir des délais approximatifs. Pour ma part, j'estime qu'un chantier du premier rendez-vous vraiment au devis des artisans, ça peut mettre, pour ma part, je vais avoir 15 jours plein de travail. Maintenant, c'est étalé, c'est-à-dire que forcément, entre chaque phase, il y a des temps d'attente entre les devis, il y a des temps d'attente pour les clients pour qu'ils puissent en fait réfléchir un petit peu à ce que je leur propose. Donc, automatiquement, ça s'étale en général sur 2 mois minimum. Pour des plus gros projets, ça peut être beaucoup plus long. Donc, voilà, être très rigoureux, très organisé aussi. C'est hyper important de s'organiser parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à penser. Et surtout, on a cette tendance en tant qu'archi de travailler sur plusieurs dossiers en même temps. C'est ça, j'allais vous demander, vous gérez à peu près combien de dossiers en même temps? C'est très, très aléatoire. En fait, il va y avoir du gros dossier où donc là, je vais en général être aux alentours de 2 dossiers en même temps quand c'est vraiment du projet où on repart de zéro complet. C'est-à-dire, on abat toutes les clauses intérieures et on recommence. Voilà. Et puis après, on a ce que j'appelle des dossiers entre deux qui peuvent s'intégrer entre 2 gros projets où là, on va en général garder l'existant en termes de cloison. On va pas faire de redistribution de pièces, mais vraiment réaménager avec l'existant. Donc là, c'est vraiment pour le coup beaucoup moins contraignant et beaucoup moins important. Mais très clairement, moi toute seule, 4 dossiers par mois en même temps, c'est pas un souci. Est-il facile de trouver un emploi? Ça, c'est la bonne question. Trouver un emploi, alors en fait, architecte d'intérieur, c'est quand même quelque chose d'assez bouclé malheureusement depuis le Covid, parce que les gens ont voulu changer de voie. Ils se sont retrouvés entre 4 murs, ils se sont rendus compte que il aurait fallu peut-être revoir un peu leur intérieur. Du coup, on a vu beaucoup d'archis d'intérieur ces dernières années se mettre à leur compte. Dans le salariat, très clairement, c'est très bouché. Il y a quasiment pas d'offres. On va être vraiment sur des offres aussi du style concepteur de cuisine vraiment spécifique, ou après on va avoir Cozy Casa qui va avoir son propre archi d'intérieur ou sa propre décoratrice d'intérieur. Du coup, voilà, c'est quand même très restreint. Et après, c'est vraiment se mettre à son compte, soit s'associer, se mettre dans une agence ou tout simplement être comme moi je le suis actuellement. Je suis auto-entrepreneur. Et du coup, après, il faut pouvoir trouver sa voie, sa spécialité pour en fait ne pas être noyé dans la masse parce que franchement, c'est compliqué. Vous avez abordé justement architecte d'intérieur et décoratrice d'intérieur, vous avez dit. Il y en a qui ont l'un ou l'autre. Quelle est la différence? Grosse différence, grosse bête noire. C'est une question qui revient très souvent. Donc, petit focus. Architecte, on a l'architecte en fait diplômé d'État, anciennement DPLG. On a l'architecte d'intérieur et on a la décoratrice d'intérieur. L'architecte donc diplômé d'État, lui, peut intervenir sur les structures, les extensions, les dépôts de permis, etc. Chose que l'architecte d'intérieur donc ne peut pas faire. On peut le faire, on peut aider pour des petits dossiers d'extension du moment où on ne dépasse pas certaines règles. Bon, c'est assez compliqué, je ne vais pas faire un focus là-dessus. Mais voilà, donc l'architecte d'intérieur, lui, peut casser les cloisons du moment où elles sont pas porteuses. Et la décoratrice d'intérieur, elle a le droit uniquement de toucher à tout ce qui est en fait matériaux sol, murs et aménagement en fait mobilier. Donc elle ne touchera pas les cloisons, il n'y aura pas de gros travaux, de remaniement des espaces, etc. En faisant de la redistribution de pièces. Donc c'est vraiment bien différent. Et du coup, les assurances sont différentes aussi. D'accord, donc vous avez une assurance spéciale pour architecte d'intérieur. Voilà, donc architecte d'intérieur, c'est une profession qui n'est malheureusement pas réglementée, qui est une profession libérale. Donc finalement, on fait un petit peu ce qu'on veut, tout en sachant qu'après, les risques vont avec. Donc ouais, architecte d'intérieur, c'est vraiment une décennale, c'est important, ça coûte très cher, c'est quand même très compliqué à avoir les premières années si on n'a pas un diplôme d'État en fait, tout simplement. Donc du coup, c'est soit un diplôme d'État, soit un minimum de 3 ans, parce qu'après, on a des assurances qui acceptent, mais avec des prix forcément beaucoup plus élevés. Et donc, du coup, après, comme n'importe quelle autre profession, la RC Pro. D'accord. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Alors, pour moi, il n'y a pas de possibilité d'évolution directement, puisque au final, on reste, du moment où on est archi d'intérieur, il n'y a rien de plus à ajouter, si ce n'est, de se dire on évolue pour faire de la maîtrise d'œuvre, pour avoir une agence avec des pôles différents. Ça, c'est ce qui va être vraiment possible en évolution. Mais dans le métier pur et dur, non, il n'y a pas d'évolution. Est-ce qu'on peut en vivre juste de ce métier-là?
Oui, on peut en vivre. C'est très dur. Les premières années, on le dit toujours, de toute façon, hein, il faut attendre de passer les 3 ans pour savoir si ça va être rentable et sur la durée. C'est très compliqué. Je dis toujours aux gens que je rencontre qui veulent se mettre à leur compte, en fait, en tant soit qu'archi ou autre, hein, peu importe. Mais faites-vous accompagner dès le départ pour peut-être pas éviter de perdre de l'argent, de perdre du temps. Parce qu'en général, quand on quitte un emploi, on a le droit au chômage, ce qui nous permet de vivre en attendant de se trouver ses clients, on va dire, plus régulièrement. Par contre, oui, on peut en vivre du moment où tout est bien fait et on en vit très, très bien. En ordre d'idée, un projet, ça peut représenter combien? Alors, un projet, on va dire petit projet, on va être aux alentours de 3 500 €. Maintenant, moi, j'ai des projets qui vont jusque 10 ou 15 000 € en fait. Oui, c'est variable selon, de toute façon. Voilà, c'est variable selon la façon qu'on a de facturer aussi, parce que chacun facture différemment. Il y a ceux qui vont facturer au pourcentage, ceux qui vont facturer au mètre carré. Et puis voilà, en fait, hein, c'est très variable selon les missions aussi derrière. Est-ce qu'il y a un diplôme exigé? Vous avez répondu non, vous avez dit non tout à l'heure, qui est une formation. Ouais, il n'y a pas de diplôme exigé. À savoir qu'il existe un diplôme d'État, c'est 5 ans d'études, très cher, des études vraiment très coûteuses. On est sur à peu près 10 000 € l'année. Donc voilà, hein, ça fait 50 000 € à la fin, en sachant que très souvent, 10% seulement en fait, des étudiants peuvent vivre de leur métier en sortant de ces écoles-là. Chacun fait comme il veut. Moi, j'avoue que si j'ai un conseil de ce côté-là, trouvez une formation où on vous fait appliquer sur le terrain, en fait. Parce que dans ces écoles-là, ou même dans les 3/4 des formations, c'est que du théorique. Mais la théorie et le terrain, c'est clairement 2 choses bien différentes. D'accord, donc il existe des formations avec des stages, quoi. Alors ouais, on va avoir des formations vraiment à distance et où par exemple, enfin moi pour celles que j'ai suivies, c'est vraiment le fait de trouver un vrai cas client concret qui souhaite vraiment voilà faire quelque chose. Et en fait, on était suivis de A à Z, donc du premier rendez-vous client jusqu'au dossier de consultation des entreprises. Et là, on se rend compte de la difficulté du terrain. Ouais. Et pour finir, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui se pose des questions, qui souhaiterait s'orienter dans cette branche? Mon conseil, avant de se lancer, posez-vous la bonne question, qu'est-ce que j'ai de spécial? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de différent comparé à mes autres confrères pour vraiment pouvoir attirer bien le bon type en fait hein, de clients? C'est quand même super important et parce qu'au final, on peut être architecte d'intérieur, faire du particulier, faire du professionnel, c'est complètement différent. Donc vraiment bien cibler le genre de type de personnes qu'on aimerait, avec qui on aimerait travailler en fait tout simplement. Voilà, parce qu'il faut se démarquer. Donc une différence, c'est très important. Je vous remercie, Pauline. Mais je vous en prie, c'était avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!